Salut, c'est Yannick Dahan et j'ai été kidnappé par toute l'équipe de Capture Mag pour vous dire qu'afin de fêter les 10 ans du site, ils ont décidé de sortir un MOOC. Je déteste ce nom puisque c'est la contraction de magazine et de book, mais un MOOC dans lequel j'ai écrit et que vous pouvez précommander sur le site de KissKissBankBank. Ça va être un bouquin assez génial, donc je vous conseille vraiment de le faire. Allez, à plus. Never would you talk dirty. Bon, pour parler d'un truc, les mecs vont me dire qu'est-ce qu'il va en parler là maintenant, là, mes mecs, il faut se réveiller. Mais je pense que c'était important. D'ailleurs, je voulais pas parler de Elden Ring tant que je l'avais pas platiné. Je préviens les gens avant qu'on attaque, c'est vraiment une open discussion entre guillemets. Je propose une grille de lecture visant à comprendre comment tout d'un coup ce jeu-là cristallise des attentes, alors que j'ai conscience qu'il n'est pas si révolutionnaire que ça, tant par rapport au précédent jeu From Software que par rapport à la notion de monde ouvert d'habitude. Donc c'est ça, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, tu vois les gens qui en parlent, mais moins compris. C'est-à-dire, je finis un Elden Ring, j'ai plus envie de jouer à autre chose, c'est terrible. Les autres jeux paraissent cons, fades, chiants, ennuyeux au possible, et là, t'as qu'une envie, tu refais un run, et un deuxième run, et un troisième run, un quatrième run, t'attends désespérément le DLC, disant quand est-ce qu'ils vont l'annoncer, putain de merde, ou la prochaine vidéo cryptique du jeu qu'ils feront après. Il y a quelque chose de particulier dans Elden Ring qui va au-delà de la question du jeu, et qui fait que j'en parle plus comme une œuvre de fiction dans l'ensemble des œuvres de création actuelles qui ont fait pas, j'ai même envie de dire, pas simplement Elden Ring, mais qui fait des jeux From Software une singularité dans la façon dont on pense l'art et la fiction en général. Mais je voulais revenir pour ça, d'abord parce que je fais ce que je veux dans cette émission, et voilà. Et ensuite, parce que je me suis dit, on ne peut pas passer à côté de ce truc qui est pour moi l'œuvre créatrice de l'année minimum. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui, désœuvré que je suis, dans un monde de films et de séries télé uniformes et décérébrés, pour ne pas dire débiles et chiants, dont de très très rares exceptions maintiennent encore l'illusion qu'il œuvre à des fins artistiques, j'ai décidé de zapper le 7e art, devenu la 7e compagnie, pour m'intéresser au 8e, celui du jeu vidéo. Même si j'en conviens, cette industrie est elle aussi dans la panade, puisque nous savons tous qu'aujourd'hui, l'art n'est qu'une des victimes collatérales d'une terrible rationalisation technocratique du monde. Mais il existe encore, dans des contrées lointaines, de véritables œuvres d'art, et en particulier un jeu vidéo, qui lui n'a pas oublié ce qui devrait fonder tout processus créatif, et qui maintient, presque seul dans l'obscurité, ce fil d'Ariane de plus en plus tenu, qui confère à l'humanité son supplément d'âme, l'imaginaire. Je parle bien sûr d'Elden Ring, l'open world aux 1000 influences d'Hidetaka Miyazaki et dans une moindre mesure de George Martin, qui, sans révolutionner le langage vidéoludique, puisqu'il est une dilution pas toujours audacieuse des Dark Souls en monde ouvert, nous rappelle à lui seul combien la puissance évocatrice de l'imaginaire conditionne non seulement l'art, mais notre rapport au monde. Un imaginaire qui ne devrait pas être la seule projection stupide de nos croyances séculaires, même si c'est inévitable, mais la mise en perspective, pour ne pas dire le questionnement symbolique de ces mêmes croyances. Je démarre fort, hein? Après on verra ce que ça va donner. Make of thyselves that which ye desire, be it a lord, be it a god. But should ye fail to become aught at all, ye will be forsaken, amounting only to sacrifices. Thy kind are all of a piece. Pillagers, emboldened by the flame of ambition. Champions! Welcome! A celebration of war!
Alors oui, j'arrive après la bataille, vu que le jeu est dispo depuis 7 mois, ça fait un bail. Et oui, tout le monde a déjà glosé sur le sujet, y allant d'envolées lyriques en comparaison douteuse et d'exaltation référentielle en autopsie acérée de ses vices et vertus. Mais si je n'en parle qu'aujourd'hui, c'est d'abord parce qu'un From Software, c'est quand même long à finir pour les gogoles du paddle comme moi, même s'il s'agit indiscutablement du jeu le plus accessible du studio japonais. Et ensuite, parce que dans le maelstrom de commentaires parfois très justes sur les spécificités du titre, qui convoquaient autant ses influences artistiques que celles des open world qui l'ont précédé, en passant par l'émerveillement cauchemardesque qu'il suscite, jamais je n'ai vu évoquer, mais sans doute n'ai-je pas tout lu, ce qui m'est apparu flagrant dans sa logique conceptuelle et qui était déjà présent dans les précédents Dark Souls, à savoir une compréhension absolue du rôle de l'imaginaire et par voie de conséquence, une dissection de notre rapport aux mythes qui sont les symboles des différentes facettes de la condition humaine et qui donc nous définissent. Ce qui au passage révèle le chaos actuel de notre monde qui a détruit tout imaginaire symbolique avec la velléité de le remplacer par une sacralisation de nous-mêmes que nous n'atteindrons jamais à moins de devenir virtuels. Et là je me dis en fait on y est déjà, en réalité. Mais ceci est une autre histoire. Je ne veux donc pas revenir sur la singularité ou pas du gameplay à la sauce Die and Retry, déjà suranalysé, où la mécanique de la difficulté, condition d'une gratification réelle, s'est déjà illustrée dans d'autres jeux et donne lieu désormais à des débats stériles portés par le nouvel ordre victimal. Je ne veux pas non plus m'étendre sur la nature de l'open world et ce qui le compose, en dehors d'un level design intriqué, dont la logique était déjà présente en plus dynamique et plus complexe dans Dark Souls ou Bloodborne. En vérité, sur la question du passage des Dark Souls à l'open world, les vétérans savent que From Software n'a ici rien inventé, tant dans la volonté d'une exploration sans balises, dans la logique d'un level design volontairement castrateur, dans la proposition d'une liberté du joueur conditionnée, dans les combats titanesques dans le monde, comme dans la mutualisation inhérente à ce type de jeu, qui ne lui évite pas les écueils du recyclage outrancier. Et même s'il prend parfois le meilleur de tout le monde, en y peaufinant une cohérence visuelle et thématique totale, il n'est pas le premier. D'ailleurs, loin d'intempestives passerelles tissées avec Zelda, Elden Ring se rapproche plus, dans sa posture de monde décor, au gameplay émergent minimal et au donjon comme articulation de l'univers, de World of Warcraft. Et d'ailleurs, là encore, il me semble qu'à ce jour, si l'on doit évoquer les franchises qui se sont déclinées en monde ouvert, seul Metal Gear Solid peut se targuer d'avoir su redéfinir avec brio son gameplay pour offrir une aventure en simili open world réellement révolutionnaire. Évidemment, je ne dis pas tout ça pour amoindrir la valeur d'Elden Ring, que je considère comme un véritable chef-d'œuvre et dans lequel j'ai plongé corps et âme. Le jeu est une expérience émotionnelle rare, pétrie d'influences picturales superbement digérées, qui itère brillamment sur les mécaniques des précédents From Software et pousse parfois jusqu'à la perfection les idées des autres. Je pense à ce titre au cheval, aux cendres d'invocation, comme aux hallucinantes possibilités offertes par les armes et par les magies du jeu. Mais cette cohérence de l'univers, cet accomplissement dans le gameplay, voire même cet argument propre à notre rapport à la narration, qui voudrait que sa superbe vienne de l'inconnu qui s'offre à nous et des règles cryptiques de l'univers qu'il nous revient en souffrant de décrypter, ne suffisent pas à expliquer l'ampleur de l'engouement qu'il suscite. La singularité d'Elden Ring est en réalité la singularité du même type d'imaginaire, décliné par From Software dans chacun de leurs jeux depuis Demon's Souls. Et son succès phénoménal, qui a enterré à son profit d'autres jeux aussi cohérents et peaufinés que lui, n'est pas tant la conséquence d'une réputation grandissante de l'éditeur japonais, mais la perpétuation par Miyazaki d'une vision de l'imaginaire qui s'est craquelée de toutes parts et qui s'écroule tout autour de nous. Plus aucun jeu, plus aucun film, plus aucune série ne pense désormais l'imaginaire comme Miyazaki, qui se déclare d'ailleurs créateur de monde plutôt que créateur de jeux. Et que serait le monde sans des mythes pour le questionner et lui permettre de survivre? Or, cet imaginaire vital qui crée des mythes, c'est-à-dire des dieux qui finissent par dévorer leurs enfants et que nous finissons par dévorer à notre tour pour en inventer d'autres, est absolument à contre-courant de la marche du monde aujourd'hui. Un monde où l'imaginaire n'est plus vague galerie d'images postmodernes, voire algorithmiques, qui servent de véhicules rationalisés à nos jugements moraux, qui les câlinent plutôt qu'elles ne les interrogent. Dans Elden Ring, comme dans les précédents Dark Souls, les piètres avatars sans éclat, c'est-à-dire sans âme que nous sommes, des insignifiants donc, évoluent dans un monde moribond, contraint, totalement exempt de notre fallacieuse morale,
où chaque environnement, chaque rencontre chamboule nos acquis comme nos a priori raisonnables. Nous ne combattons pas des boss ni des monstres qui conforteraient la doxa de notre temps, mais des mythes et parfois des dieux qui ne sont que des expressions de nous-mêmes et qui nous renvoient le miroir déformant de nos atermoiements civilisationnels. Radan, le général qui dévore les siens, Raikard, le corrompu qui finit dévoré par ses apôtres, ou Mélina, la borgne qui place son sacrifice entre nos mains, autant de références à d'antiques mythes nés de la cosmogonie nordique, de la Bible et de tous les livres fondateurs. Des mythes universels qui nous interpellent, nous questionnent, et qu'on les cautionne ou pas, ce n'est pas le sujet, nous fédèrent dans un monde qui nous divise. Si Elden Ring, comme les Dark Souls avant lui, sont si importants et si fédérateurs désormais, si les gens deviennent accros au point de trouver toute concurrence bien fade, c'est qu'ils comblent un vide que notre monde actuel, sans mythe et sans repères, mais plus arrogant encore qu'Icare, s'est évertué à créer. Un vide auquel Elden Ring répond en imaginant des mythes qui nous invitent à repenser philosophiquement le monde, en l'occurrence nous-mêmes. Je me suis longtemps posé la question, parce que très honnêtement, j'étais... quand j'ai commencé à jouer, parce que je pense que c'est comme beaucoup de gens, t'es bluffé. Alors déjà, il y a une énorme différence entre le moment où tu vas découvrir Elden Ring et le moment où tu en es à ton 3e run, où tu connais finalement le monde par cœur, où tu n'es plus du tout dans la même émotion. L'émotion que tu ressens au début d'Elden Ring, elle est la même que dans les Dark Souls, dans les Bloodborne. T'arrives, tu sais pas où tu vas, tu sais pas quoi faire. La narration est cryptique. Alors, pour beaucoup, c'est ça, cette espèce de narration cryptée à une époque où le monde du jeu vidéo allait de plus en plus tenir la main du joueur. C'est ce que dans le jargon, puisque moi j'ai bossé dans le jeu vidéo quand même pendant plusieurs années, on appelait player-centric versus world-centric, tu vois, c'est-à-dire est-ce que ton jeu est centré sur le joueur et donc fait tout pour l'accompagner, ou est-ce que c'est le monde et à toi d'en décoder les règles, ce qui amène aussi à la question de ce qu'on appelle les jeux systémiques, et ça mériterait d'ailleurs un petit moment d'avoir une définition de ça, parce que je sais qu'il y a des gens, ça les perd un peu quand on parle de jeu systémique ou pas, et c'est vrai que le terme, la sémantique, elle est assez particulière. Systémique, c'est les systèmes, et bon, tu dis systémique, c'est les règles de l'IA, et puis fondamentalement, ce serait ça. Non, on parle en réalité, et c'est là où il y a un biais sémantique un peu tordu, c'est que quand on évoque, en tout cas dans le milieu du jeu vidéo, moi tel que je l'évoquais à cette période-là, un jeu systémique, c'était justement les systèmes qui permettent de créer un gameplay émergent, ce qu'on appelle un gameplay émergent. Ce qui est très simple, ce qui est que tu mets des IA qui fonctionnent et qui va t'arriver des choses en entraînant une IA vers une autre IA qui va produire un type de gameplay qui n'était pas prévu et anticipé par les développeurs. Donc en fait, on a un peu vite opposé systémique à précalculé, si tu veux, alors qu'en réalité, cette notion de systémique signifie d'avoir des systèmes autonomes, intelligents, plus complexes, qui vont permettre des interactions entre eux et qui vont créer un gameplay émergent. Ce qui a été le mantra pendant un certain temps de l'industrie vidéoludique, et qui est de dire il faut aller vers ça, parce que c'était encore une fois, on donne tout au joueur, on lui donne tous les outils, toutes les explications, toutes les règles, et il s'amuse avec. Beaucoup, donc, te traduisent ça, qui est très juste, hein. C'est très juste. Après, c'était de taper je sais pas combien d'open world où tu as des points d'interrogation sur toute la carte, où tu as des PNJ partout, où en fait tu as un absolu refus du vide parce que ça tétanise et qu'on a besoin de le combler partout et n'importe quoi, parce qu'on se gargarise de la taille d'une map avant de se demander comment on va la remplir. Donc ça, c'est des problématiques classiques du jeu vidéo, et c'est vrai que dans son petit coin, From Software, sans faire des open world, faisait des jeux où on ne t'expliquait pas, où en fait c'était à toi d'avoir une démarche de compréhension de son univers et de sa narration, évidemment couplée à une démarche personnelle d'exigence en termes de gameplay, puisque là encore, tu n'avais pas moyen, par X affaîtrie connexe, de passer les étapes censées être difficiles ou les boss d'un jeu, comme tous les autres le faisaient, qui faisaient qu'on avait l'impression d'être dans une balade champêtre, quel que soit le jeu, et au bout d'un moment, on se lassait, parce qu'on se disait, bon, c'est toujours pas la même chose, c'est chiant, et puis les quêtes annexes sont de la merde, et puis ci, et puis ça, on en a entendu plein. Et tout ça, c'est très très juste. Là, il y a une exigence qui dit déjà des choses de notre monde.
Maintenant, cette exigence, elle existait avant. C'est ce que je dis dans le texte. Je veux dire, les mecs, ils te disent « Ah, c'est incroyable, sur la carte, on ne sait pas où sont les choses, on doit les découvrir. » Bon, bah, déjà, Zelda a fait ça, mais même avant Zelda, je veux dire, les Elder Scrolls, les Morrowind, les Skyrim, enfin, on en a eu pléthore de jeux qui avaient ça. On a eu pléthore de jeux qui étaient déjà les Die and Retry difficiles. Donc, si tu veux... pourquoi je dis tout ça, c'est un peu en relation à ce que j'ai dit au début de l'émission, c'est que je me la suis longuement posé la question moi-même et je ne suis pas encore à 100% sûr d'en avoir chopé toutes les subtilités, mais en étant déjà bluffé au départ par la direction artistique du jeu qui est magnifique, mais qui n'est pas intuitive, qui est volontairement pas intuitive. On n'est pas dans un Zelda, justement. Aucun jeu n'est un jeu d'exploration comme Zelda l'est, mais c'est incomparable. Là, on est vraiment dans un décor, y a pas... Et c'est pas un jeu non plus systémique, donc il ne propose pas des technologies que d'autres, comme Ubisoft par exemple, on cherche à atteindre. On cherchait en tout cas à atteindre dans plusieurs open world, qui est la fameuse question du systémique. Et puis là, dans leur petit coin, t'as un jeu qui arrive et qui dit « Bah non, tu fais pas ce que tu veux, je t'impose mes règles, tu ne peux pas être libre d'aller où tu veux, et en plus tu vas en chier ta mère si tu veux essayer. » Donc moi déjà ça j'adore comme concept. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça qui drivait mon kiff des jeux From Software. Et cette fameuse notion dont tout le monde a déjà parlé de gratification qui fait que bon, bah, t'essayes 20 fois, et puis tu t'en prends plein la gueule 20 fois, alors des fois t'as envie de casser le pad. J'ai cru que tout ça était... Voilà. C'était cette singularité, et évidemment, un monde extrêmement cohérent par rapport à ces thématiques, par rapport à ses piliers, par rapport à son imaginaire. Et puis en réalité... Après coup, je me suis dit, bah, oui, mais j'ai vécu un peu ça avec The Witcher, qui était moins intéressant, certes en termes de gameplay, mais qui avait un open world, une cohérence imparable et une narration excellentissime. Donc il y a plein de jeux comme ça qui en fait ont ces qualités que l'on prête au From Software. Alors évidemment, peut-être que c'est l'agrégat de qualités mélangées qui en font quelque chose de singulier, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Parce qu'en fait, c'est pas l'open world. Je prends autant de kiff sur Dark Souls 3, sur Dark Souls 1, sur Bloodborne. La mécanique, bon, bah, elle est juste une itération de ce qu'il y avait avant. Tout ça, je l'ai déjà vécu. L'exploration, je l'ai déjà vécu dans d'autres jeux. Le zéro map, j'ai déjà vécu. Le cryptique, je l'ai déjà vécu. Enfin, tout ça, je l'ai déjà vécu. Et donc je me dis, putain, d'où ça vient? Et c'est là que je me suis posé la question, tout simplement, pas de la narration, hein, parce que les gens confondent le lore avec l'imaginaire. L'imaginaire, c'est pas le lore. L'imaginaire, c'est très précis. Alors certes, ça peut être des récits fondateurs, mais c'est de l'allégorie. Et c'est de la création de mythes. C'est surtout ça, un imaginaire. C'est une création de mythes, mais ces mythes ne sont pas juste des personnages comme tu peux l'avoir là-dedans, Mélina, Malenia, Godfrey, tout ça. C'est pas juste des personnages. Ils sont... c'est pour ça qu'on parle de mythologie grecque et de tout ce que tu veux, c'est qu'ils ont chacun une fonction. C'est qu'ils ont une fonction qui dépasse la pensée, la morale d'un temps. Ils sont une allégorie des fractures humaines, des contradictions humaines. On projette notre inconnu intérieur, nos contradictions, dans la fabrication d'entités mythiques qui nous renvoient ces questionnements. C'est ça, des mythes. C'est pour ça que c'est important, un mythe. Parce qu'un mythe, qu'est-ce qu'il fait ? Au-delà d'un jugement de valeur, chez les Grecs, tu vas avoir la déesse de l'amour, et puis tu vas avoir le dieu de la guerre, et puis tu vas avoir tout ça, c'est qu'il touche à des choses universelles. Le principe de la création de mythes, un véritable imaginaire, est un imaginaire qui nous interpelle parce qu'il est universel, et donc il nous fédère. On peut en revenir, si tu veux, à Campbell et au héros aux 1000 visages, mais ce n'est que ça. Quand Campbell t'explique le héros aux 1000 visages, il t'explique que, quelle que soit la nature des mythes, dans toutes les histoires, ils doivent avoir la même fonction. Fonction de traduction de la ritualisation de la vie d'un homme ou d'une femme, des étapes. La naissance, le passage à l'âge adulte, la puberté, faire un enfant, puis mourir. Bon, c'est des choses qui nous fédèrent. Et c'est ça. Et en fait, à travers une espèce de dark fantasy, alors qu'à la fois... héritière de Tolkien, de Moorcock, de Berserk, de tout ce que tu veux. En peinture, on a de tout. Hein. Enfin, on a du Rubens, on a du pré-raphaélite, on a plein de choses. Mais c'est justement ça, c'est un agrégat
de références, mais la plupart de toutes ces références sont des références qui fonctionnent sur des mythes fondateurs. Et donc, c'est ça qu'inconsciemment, on se prend en pleine gueule. Parce qu'on ne l'analyse pas forcément. Moi, le premier, je ne l'analyse pas quand je joue. C'est parce que je me posais cette question de me dire, mais quelle est la singularité réelle de ce jeu? Et plus j'y pensais en termes de jeu, de gameplay, de level design, de construction narrative, plus je me disais, ben non, en fait. C'est pas si singulier que ça. J'ai déjà vu ça ailleurs. Bien fait, mais j'ai déjà vu ça. Et c'est là où je me suis dit, non, en fait, ça nous parle sur ce qu'on ne peut pas analyser. Ça parle à notre inconscient. Ça parle à la constitution d'une humanité qui a 5000 ans et qui a fonctionné sur des mythes universels fédérateurs. Il pouvait être catholique, il pouvait être bouddhiste, il pouvait être musulman, il pouvait être ce que tu veux, il pouvait être d'autres types de croyances, une cosmogonie nordique, comme je dis. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la culture celte dans Elden Ring. Mais peu importe la vitrine, derrière, ils ont toujours les mêmes fonctions. Pas pour rien que les dieux grecs et les dieux romains ont juste le nom qui change, fondamentalement. Donc tu vois, et je pense qu'en fait, on est dans un monde qui cherche, et maintenant ça me semble totalement clair. Ça pouvait être un doute, ça pouvait être une crainte il y a quelques années. Je pense que là, on est clairement, on voit clairement que ce monde cherche à détruire absolument tout ce qui était les mythes fondateurs des civilisations et du monde. On les taxe de tout ce qu'on veut. Hein, et il y a une perte de repère totale. Parce que plus rien nous fédère. On ne va pas se fédérer derrière du digital. Hein. On va se fédérer derrière la vision d'un surhomme à la cyberpunk. On va se fédérer derrière l'argent. Derrière l'horizon indépensable de la voiture électrique. Donc, on a besoin, que ce monde le veuille ou pas, on a besoin de croire en des choses qui nous fédèrent. Même si ce n'est pas une croyance religieuse, même si ce n'est pas une croyance spirituelle. C'est simplement des balises dans notre obscurité qu'a si bien défini George Miller dans Fury Road. On a besoin de balises dans l'obscurité. Qu'est-ce que c'est Elden Ring si ce n'est qu'un personnage creux que nous sommes, insignifiant, sur lequel on plaque le nom qu'on veut, avec la gueule vague qu'on veut, à essayer désespérément d'apporter une lueur dans l'obscurité. Et pour ça, on a besoin de mythes. Et qu'est-ce que nous propose Elden Ring? C'est ça. Il nous propose une cosmogonie. Comme Dark Souls nous propose une cosmogonie, comme Bloodborne, qui est encore plus ultra référencé que d'autres, nous propose une cosmogonie. Ça prouve à quel point l'être humain a besoin. L'être humain ne peut pas se définir sans cosmogonie. Il ne peut pas exister et se fédérer en civilisation sans mythe. Et quand je regarde toutes les fictions autour, je me disais, j'en parlais depuis de nombreuses années, même quand je faisais l'émission à la télé, je m'insurgeais toujours contre cette perte de l'imaginaire. Mais elle est flagrante. Elle est flagrante aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué parce qu'on n'est pas un être humain de chair et d'os avec des vues politiques, et ça s'arrête là. Ce que ce monde aujourd'hui voudrait nous faire croire. Et ce qui est terrible dans toutes les fictions, et qui fait que je pense que les gens s'en délaissent, ils ont beau se hyper sur du Marvel ou sur d'autres trucs, je veux dire, la baisse de fréquentation des salles est évidente. Sur une série qui va cartonner sur Netflix, t'en as 40 qui vont être killés. Il y a une recherche, un besoin. Je pense qu'il y a encore de la hype et des gens parce qu'il y a une quête. Il y a une quête désespérée de sens, il y a une quête de mythe, il y a une recherche absolue d'avoir des repères dans un monde qui les détruit les uns à la suite des autres. Et quand je regarde toutes les fictions, elles ne sont plus que des supports politiques à projection de valeurs morales séculaires. C'est insupportable. C'est absolument insupportable. Ce n'est pas le rôle de la fiction. Une fiction peut être politique, mais elle n'est pas que le socle de ce que l'on fantasme politiquement d'un temps. Au contraire, elle devrait être politique, mais dans un sens de contre-pouvoir, ou à défaut, être politique dans un sens de nous renvoyer à la gueule tout simplement ce qu'on n'a pas forcément envie de voir, ou en tout cas, la nuance de ce qui nous définit, des 1000 facettes qui définissent l'être humain. Dans ce qu'il a de créatif et de destructeur, dans ce qu'il a de psychopathique et de bienveillant, de tout ça. Et c'est ça qui est brillant dans les From Software. Il n'y a pas une transgression visuelle de ouf dans les Dark Souls, à part quelques moments.
mais il y a toujours une transgression morale. Il y a toujours un questionnement sur notre moralité. Ça ne juge pas. Un imaginaire, une œuvre de création ne devrait pas être dans le jugement idéologique, moral, politique. Elle devrait proposer un imaginaire, à partir duquel tu te poses des questions, tu prends ce que tu veux prendre, tu rejettes ce que tu veux rejeter. Et c'est ça qui est génial. Moi, quand je joue à Dark Souls ou à Elden Ring, et que je croise un personnage, je sais jamais. Est-ce que ça va être ce salopard de patte qui va toujours essayer de te la mettre en l'envers? Est-ce que ça va être un mec que tu vas... Moi, je trouve ça absolument génial, ce personnage, je ne me rappelle plus lequel, dans lequel tu te rends compte qu'il devient de plus en plus fou, en fait, parce qu'il est de plus en plus exalté par la flamme exaltée, si tu veux, et qui à la fin, il te dit, bah, vas-y, va, la flamme exaltée, brûle tout, il faut brûler le monde. Et tu fais, merde, je t'ai aimé, toi, t'es complètement vrillé. Et que des trucs comme ça. Mais quand tu le regardes en détail, même quand... c'est pareil, quand tu vois Radahn. Pourquoi Radahn, il a droit à une backstory au milieu, alors que d'autres n'ont pas forcément droit à cette backstory? Rejoue-y, repose-toi la question, regarde ce qu'il fait Radahn, regarde qu'est-ce qu'il te renvoie de la facette de l'être humain. Un personnage putréfié qui dévore ses propres soldats. Moi, je trouve ça génial avec Rykard, le fait que tu as ces apôtres qui le défendent et tu remplis ses quêtes et en fonction d'eux, et puis tu arrives à un moment donné et puis tu reviens voir Rykard et il est en train d'être bouffé par son propre apôtre. C'est outre les allégories bibliques, c'est des chocs permanents à tes acquis moraux, psychologiques, philosophiques. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'en fait, je pense, tout simplement, et je vais rester là parce que je pourrais vous parler des heures, c'est terrible, et qu'il en faudrait des heures, je pense que ce sont des jeux profondément philosophiques. Je pense qu'avant d'être des jeux difficiles, avant d'être des jeux cryptiques, avant d'être des jeux gratifiants ou avant d'être des jeux visuellement magnifiques, ce sont des jeux philosophiques. Et c'est parce qu'ils questionnent celui qui le joue, parce qu'il questionne notre monde et la condition humaine, qu'on a envie absolument de les voir, parce qu'on est en quête de questions pertinentes. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui se jouent quand je joue à From Software. Ça me parle. Et je pense qu'ici, il y a autant de joueurs, c'est que ça leur parle au bout d'un moment. Et ça leur parle au-delà d'un joli dessin et d'une super mécanique de gameplay. Voilà, c'était la Minute d'Aaron. Bon, j'étais un peu long, là, on y est allé, on a délayé, mais bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. Et puis, comme le jeu est sorti depuis 7 mois, il fallait dire aussi, un peu essayer d'expliquer d'autres choses que ce qu'on a pu lire, et qui était d'ailleurs des fois très brillant sur ce jeu. Il y a plein de gens qui ont nous parlé, il y a même des gens qui ont commencé déjà à écrire des bouquins sur les From Software. Ça, c'est super, et je trouve ça très très bien, parce que ça prouve que quand quelque chose est bien fait, quand quelque chose a du sens, bah, tout d'un coup, il fédère les gens autour, et les gens ne se trompent pas. C'est pas une question d'intelligence, c'est vraiment une question de ressenti. Donc voilà, bon bah écoutez, j'espère que les rares qui n'ont pas joué Elden Ring vont se jeter dessus, parce que vraiment s'il y a un seul jeu à faire là pour l'instant depuis quelques années, et pour probablement encore 1 ou 2 ans, c'est celui-là. Voilà, sur ce, on se voit la semaine prochaine pour je ne sais pas quoi encore. Peut-être Primal, ça vous ferait plaisir. On verra, je ne sais pas encore. Allez, à la prochaine.